Bonjour, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc oui, je suis Laure Closier. Ça fait 10 ans que je suis journaliste économique et financière. J'ai toujours été la partie économique et financière. De quoi je voulais vous parler aujourd'hui? Donc c'est communiquer en période de crise. Pour moi, c'est pas que c'est un faux sujet, mais en fait, communiquer, c'est quelque chose qu'on doit faire de manière générale. La question de la crise n'est pas vraiment un sujet. C'est peut-être quelque chose que vous vous mettez en tête en vous disant c'est la crise, alors je dois avoir une communication différente. Mais non, en fait, il faut continuer de communiquer de la même manière. D'autant plus en période de crise, parce que si vous êtes une start-up, on aura toujours l'idée de dire ils vont crever. Ils ne vont pas survivre à la crise. Donc, en fait, communiquer, c'est montrer que vous êtes toujours vivant, toujours là, que vous êtes capable de produire, d'avoir des idées, etc. Donc, il faut absolument montrer votre existence, parce que d'autant plus quand on est en période de crise, on se dit la start-up, elle n'a pas survécu, elle est morte. Donc, il y a actuellement un seul sujet, c'est le coronavirus. Ne croyez pas une seule seconde qu'il y a un autre sujet. Pour l'instant, il n'y en a pas. C'est le seul sujet médiatiquement intéressant pour nous, pour les journalistes. On ne peut pas traiter d'autres sujets. Par contre, dans un sujet, il y a des milliers d'angles possibles. Vous avez dans votre outil de production, dans votre manière de travailler, dans ce que vous proposez, forcément quelque chose à raconter, puisque vous êtes tous impactés à titre personnel ou à titre professionnel par la crise sanitaire. Donc, vous avez quelque chose à dire. Je ne sais pas encore ce que c'est, vous non plus, mais vous devez le chercher soit dans votre outil de production, soit dans ce que vous pensez, soit dans ce que vous pouvez apporter à la société, mais vous avez forcément un angle, quelque chose à raconter. Mais il ne faut pas aller raconter autre chose aujourd'hui à un journaliste ou même globalement sur LinkedIn. Vous serez inaudible. Et d'ailleurs, je l'ai vu passer sur LinkedIn des boîtes qui disent « nous, on en a marre, allez, on change de sujet, on pense que c'est le bon moment ». À mon avis, c'est une erreur, parce que les gens ne sont pas capables pour l'instant d'ingérer autre chose qu'une actualité liée à ce sujet-là. Donc, vous devez parler aux journalistes, trouver un sujet qui les intéresse. Ensuite, il y a quelque chose que je ne comprends pas chez les entreprises en tant que journaliste, c'est le fait que vous êtes obsédé par le client, ce qui est normal. Vous cherchez absolument à plaire à votre client. Vous faites de la segmentation, du marketing client. Vous payez des boîtes pour vous aider à comprendre exactement à quelle cible marketing vous adressez. Et quand vous parlez à un journaliste, vous achetez des fichiers, vous faites du large. Et là, il n'y a pas du tout de sujet de qui est le journaliste à qui je m'adresse, de quoi est-ce qu'il a besoin. Alors qu'en fait, un journaliste, c'est exactement comme un client. Il a besoin qu'on lui apporte quelque chose de précis qui répond à sa consommation d'actualité. Je vous donne un exemple récent, mais qui arrive tous les jours. Donc, moi, je suis journaliste économique. Je travaille à BFM Business, qui est une radio et une télévision. Et j'ai une chronique tous les matins, notamment de 2 minutes, dans laquelle je raconte la vie de bureau. Eh bien, on peut m'appeler sur mon portable. N'importe quel attaché de presse m'appelle sur mon téléphone portable pour me proposer une interview au milieu de ma chronique sur le glyphosate ou un sujet qui n'a strictement rien à voir. Ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment ça peut arriver. Je ne comprends pas comment on peut ne pas cibler le journaliste dans le sujet pour lequel il travaille. C'est quand même pas compliqué, puisque chaque papier, chaque chronique est signé par le nom du journaliste. Donc, il suffit de lire le contenu que produisent les gens pour savoir exactement ce dont vous avez besoin et ce à qui vous voulez vous adresser. Donc, il y a un travail, je ne sais pas, de compilation de données, mais vous pouvez aussi payer des gens pour le faire à votre place, mais de compilation de données, de cibles journalistiques, et de dire, lui, c'est Jean-Pierre, il bosse à la Tribune, lui, il bosse aux Échos, je ne sais pas, il y a 10 journalistes dans mon secteur à qui il faut que je parle. Ces gens-là, je leur parle directement. C'est-à-dire que je trouve quelque chose qui l'intéresse et je lui parle sur LinkedIn, je lui envoie un mail, quelque chose qui l'intéresse dans son secteur. On est pourris, nous journalistes, par des communications globales qui ne nous concernent pas. Donc, vous êtes Danone, vous voulez publier vos résultats, évidemment, vous achetez un fichier et vous essayez de cibler le maximum de gens. Vous êtes Muriel Pénicaud, vous voulez partager votre agenda pour qu'on vous suive, vous achetez un fichier. Là, vous inondez le marché. Mais vous êtes la start-up que personne ne connaît, vous avez levé 1 million d'euros, tout le monde s'en fout. Donc, si vous envoyez cette information à des journalistes de la presse médicale,
alors que vous n'êtes pas une start-up de la santé, là, vous mettez des bâtons dans les roues. Donc, il faut absolument lister les gens précisément que vous voulez avoir, les supports dans lesquels vous voulez qu'on parle de vous et communiquer directement avec ces gens-là. En fait, c'est juste du ciblage. Hein. Les questions de levée de fonds dans les startups, vous êtes à BFM Business, vous ciblez Sébastien Coinon ou je ne sais pas, les gens qui sont sur ce secteur-là, ça marche, ça prend, ça l'intéresse. Il va comprendre qu'il y a un enjeu, qu'il y a une rapidité dans la levée de fonds, etc. Il va comprendre. Donc ça, c'est très important. Alors, qu'est-ce qui marche pour attirer les journalistes, leur donner à manger sur les sujets qu'ils connaissent bien? Donc, la méthode, c'est de bien les connaître, leur parler directement, se mettre à leur place, exactement comme s'ils étaient un client, et ne pas se dire que, tout le monde en a déjà parlé, et deux, que vous les harcelez ou que vous les dérangez. Parce qu'en fait, vous les dérangez, effectivement, si vous n'êtes pas sur le bon sujet. Mais moi, par exemple, je dois fournir et produire une chronique par jour. Donc, les gens potentiellement qui m'amènent des sujets, ils ne me dérangent pas. Pour moi, c'est des sauveurs. Si à 17 h, je n'ai pas de sujet et que j'en ai un qui m'envoie un sujet qui tombe pile sur le contexte, ce qui m'intéresse, etc., mais je le chéris. Je trouve ça génial. Il ne me harcèle pas du tout. Donc, c'est juste une question vraiment de ciblage de la personne à laquelle vous parlez. Et en fait, en réalité, les gens qui arrivent à vous cibler, ils sont tellement peu nombreux. Enfin, moi, ça doit faire 10 ans. Oui, ça fait 10 ans que je travaille. Des attachés de presse ou vraiment des gens dont je sais qui sont des sources d'informations rares et utiles pour moi et que je peux leur faire confiance, je pense que j'en ai moins de 5. À peu près. Hein. C'est à peu près ça. Il y a peut-être 4 personnes. Je sais très bien que leur mail, ils m'envoient des choses dont je vais pouvoir me servir parce qu'ils savent où je travaille, quel est le format, mon format d'expression et en gros ce qui m'intéresse parce qu'ils ont fait ce travail de ciblage. Alors, un truc uniquement, un tips que je vous donne, mais ça c'est peut-être plus pour les attachés de presse que pour les entreprises, pour terminer, c'est un tips perso en matière de communication. Il y a quelque chose qui est très pénible pour un journaliste, c'est quand vous recevez un mail et qu'on vous dit Jean-Pierre aimerait bien vous parler du télétravail, il a un super sujet, il a plein de trucs à raconter, est-ce que vous accepteriez de faire un entretien avec lui? Vous répondez ouais, super, je suis disponible demain à 14 h. Et là, on vous répond, mais ça arrive 9 fois sur 10, très bien, quel est le sujet de votre demande? Est-ce que vous pourriez nous fournir les questions? C'est-à-dire que la demande vient de l'entreprise, vient d'un expert, etc. Mais une fois que vous avez dit oui, là, en face, on vous dit donnez-nous nos questions. Non, à partir du moment où vous sollicitez le journaliste et que vous avez quelque chose à lui apporter, vous ne pouvez pas, une fois qu'il a mordu à l'hameçon, lui dire envoyez-moi vos questions. Non, une interview, tout ça, c'est un échange et moi, j'en sais rien. Si ça se trouve, ce que vous allez me raconter, c'est nul et je ne vais pas l'utiliser. Donc, je ne vais pas vous envoyer mes questions à l'avance et en plus, m'engager dans un sens à forcément prendre ce que vous me donnez. C'est un échange, il faut jouer le jeu. Donc, si vous êtes demandeur et que vous avez une envie de communication, il ne faut pas vous restreindre. Et deux, une fois que vous avez ferré le poisson, il faut être assez ouvert quand même dans la manière de communiquer et prêt à ce que vos propos soient utilisés. Donc, il faut aussi, vous, savoir un peu à qui vous pouvez faire confiance, à qui vous ne pouvez pas, etc. Mais en fait, ça demande s'exprimer dans les médias en période de crise ou pas, un peu de marketing client, un peu exactement de la même manière que vous travaillez avec vos clients. Voilà, c'était ce que j'avais à dire. Super. On a quelques questions sur le chat et qui viennent de l'externe. D'abord, on a Michael qui demande « Bonjour Laure, est-ce que la notoriété de l'entreprise est importante lorsque l'on contacte un journaliste et que celle-ci est dans l'actualité ?» Merci. Oui, c'est-à-dire que en fonction de l'actualité, la notoriété, bien sûr, parce qu'elle marche comme une marque, comme un réflexe. L'endroit d'où on parle est important. C'est évident que vous allez aller vers les marques que vous connaissez. C'est pour ça que quand vous n'êtes pas connu, que vous n'êtes personne, que vous n'êtes pas une entreprise connue, vous devez miser sur le fond de votre message. Il faut que vous ayez quelque chose à apporter, un point de vue, une idée, quelque chose que vous faites dans votre entreprise qui dit ça c'est intéressant. Il faut être encore plus sur le fond qu'une entreprise connue au sens de marque.
Ok. En effet, tu parlais de tout le travail qu'il faut faire en amont avant de communiquer avec un journaliste. En l'occurrence, on a Pascal qui demande, j'ai une news d'intérêt. Quel matériel envoyer aux journalistes médias ciblés, communiqué de presse ou plus? Alors, je ne sais pas ce que c'est Qu'est-ce qu'une qu'il news envoie comme d'intérêt. support? Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'une news d'intérêt, mais si c'est une newsletter ou si c'est voici les dernières nouvelles de mon entreprise, non, ça c'est pas pour la presse, c'est pas pour les journalistes. Ça nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut sont les signaux faibles qui nous intéressent, au dehors des grandes actus, etc. Il faut que vous ayez quelque chose à nous raconter de précis. Et alors là, il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que si aujourd'hui, l'unique sujet, c'est le coronavirus, il faut savoir ce que c'est qu'un angle. Donc, un angle journalistique, par exemple, le coronavirus, c'est un grand sujet. Le télétravail dans le coronavirus, c'est un sous-sujet. Mais après, dans le télétravail, vous allez segmenter en 15 000 sujets. Donc, il faut vous insérer là-dedans et proposer un angle, mais un seul, pas 10. Ok, effectivement, il y a Fabrice Rivaille qui répond, j'ai beau cibler mes journalistes en presse pro, leur apporter des sujets de réflexion d'actualité, je n'ai toujours pas de réponse. Pour toi, comment est-ce qu'on peut pousser ce genre de demande? Eh ben, s'il n'a pas de réponse, c'est que peut-être que le message n'est pas le bon, ou alors ça veut dire qu'il n'a pas réussi à attraper quelqu'un. Alors là, il faut attraper l'intérêt. Donc, ça peut être LinkedIn, ça peut être un mail un peu mieux senti, mais il faut qu'il arrive à avoir une réponse. C'est-à-dire que, par exemple, moi, il y a des trucs que je ne lis pas, et au bout du 10e mail qui dit je veux juste savoir si ça vous intéresse, répondez-moi oui ou non, parce que ça, c'est pas du tout un problème. Vous répondre non, ça m'intéresse pas, c'est hyper facile. Si c'est ça vraiment la question et qu'il faut qu'on vous réponde pour dire ce qui va pas, il faut le demander. Bonjour Jean-Pierre, juste répondez-moi si ça vous intéresse pas, voilà. Et dites-moi ce qui vous intéresse. Il faut interpeller peut-être la personne en question sur les questions de communication. Mais peut-être que ce n'est pas le bon sujet. C'est-à-dire qu'il faut, il faut peut-être changer de sujet et d'angle d'attaque. Oui, donc en fait, le sujet, c'est pas comment est-ce qu'on fait pour qu'on ouvre mon mail, mais comment est-ce que je fais pour être percutant. De même que j'essaye de donner l'envie à un consommateur d'ouvrir le mail, je dois donner envie aussi aux journalistes avec un sujet d'accroche de l'ouvrir, quoi. Ouais, mais c'est les deux, parce qu'il faut donner envie d'ouvrir un mail. Mm, mm, mm. C'est-à-dire que moi, depuis ce matin, j'ai peut-être reçu 200 mails et j'en ai lu 2. Que des gens que je connaissais. Donc en fait, mais c'est là où par contre c'est spécifique pour le coronavirus, c'est-à-dire que là vous n'avez plus le loisir de faire connaissance avec les journalistes. Et c'est là où c'est un peu plus compliqué, parce que sinon, en temps normal, je vous dirais, bah là ce qu'il faut, c'est réussir à le rencontrer, c'est lui proposer un échange, c'est savoir qu'il va être à tel conf et aller le voir. Il n'y a rien de mieux que le fait de connaître personnellement les gens. Et là, c'est un petit peu, effectivement, là où c'est dur, c'est qu'il faudrait les connaître déjà. Donc là, il faut absolument que votre mail, mais pour ça, LinkedIn, c'est quand même vachement bien pour les journalistes qui sont dessus, c'est qu'on arrive beaucoup mieux à suivre sur LinkedIn que sur nos mails, ce qu'on a lu et pas lu. Donc peut-être qu'un mail LinkedIn bien senti en disant j'essaye de vous joindre parce que j'ai ça à vous proposer, dites-moi si ça vous intéresse ou si je dois aller chercher autre chose, c'est plutôt pas mal. Le texto, pour les gens qu'on ne connaît pas, c'est pas toujours bien reçu. Alors justement, il y avait une question également sur comment est-ce qu'on communique, par quel canal, LinkedIn, ou est-ce que Twitter et les tags sur Twitter fonctionnent? Twitter, moi j'aurais tendance à dire que le meilleur canal c'est LinkedIn. Twitter fonctionne, mais dans un flux où parfois vous avez du mal quand même à voir les notifications. Et puis en plus, si vous me notifiez dans un post, je vais me retrouver dans une marée de commentaires, etc. Et du coup, on n'est pas toujours bien aware sur Twitter. Je pense que LinkedIn, c'est vraiment le mieux. Le mail personnalisé, vous avez quand même encore une chance, hein, parce que moi, j'ai beau pas les lire, quand ça commence par quelque chose qui est personnalisé, et qui on s'adresse à moi, et que je vois surtout que la personne me dit j'ai vu votre chronique, j'avais ça à vous proposer, est-ce que ça vous intéresse, oui ou non? Donc, en gros, quelqu'un qui s'est intéressé à ce que je fais et qui me propose quelque chose en connaissance de cause, quand même, je le lis.
Ok, ça, c'est des super tips, effectivement, pour les startups. Au-delà du canal par lequel on communique avec les journalistes, qui doit communiquer avec eux? On a plusieurs questions là-dessus. Est-ce que ça doit être la com? Est-ce que ça doit être le fondateur? Est-ce que c'est une agence de presse? Selon toi, qui est le plus pertinent? Ça, il y a à peu près, il y a plusieurs réponses possibles. Si vous êtes une petite boîte, je pense que c'est la majorité peut-être des gens qui nous écoutent, vous avez plutôt intérêt à être le fondateur et à passer en direct. Parce que normalement, dans la presse et dans les médias en direct, les directeurs de com ne s'expriment pas directement. Donc, c'est toujours pour nous plus facile et plus rapide d'aller directement à la personne qui peut s'exprimer. Après, vous avez des directeurs com qui sont hyper efficaces, qui sont meilleurs que des attachés de presse, etc. Mais il faut celui qui s'exprime, c'est celui qui, j'ai envie de dire, qui comprend à qui il parle. Donc, peu importe en fait de savoir si c'est l'attaché de presse, la com ou le directeur de la boîte. Le principal, c'est de savoir à qui vous parlez. C'est pas, enfin, c'est après, celui qui prend en charge la communication, nous, moins il y a d'intermédiaires et plus c'est simple pour nous. Donc, plus on va vite au directeur général, en gros, plus c'est facile. Et plus on se dit, bon, je vais pas perdre 3 heures à prendre rendez-vous avec l'attaché de presse, qui va prendre rendez-vous avec le DIRCOM, qui va me faire une conférence call où on va être 50 000 à écouter ce qu'on se dit, alors que l'impact n'est quand même pas énorme. Donc, plus on va vite à la personne qui a le discours, mieux c'est. Mais la clé, c'est pas d'où je parle en communication, c'est de cibler la personne à qui vous parlez. Ok, très clair. Brice qui demande si on a un article d'un média qui a déjà couvert notre info, est-ce que ça appuie notre propos Ah auprès oui. des journalistes de le lui partager? Ah oui, alors excellente question. Alors ça, c'est une très bonne question parce que moi, je pense que non. Et je pense que en fait, c'est pas très forcément bien perçu parce que quand vous recevez un mail et vous dites le Parisien a parlé de moi, vous avez vu à quel point je suis intéressant, c'est-à-dire que vous êtes passé complètement à côté. Donc en fait, le fait de dire regardez, les autres ont parlé de nous et vous, ça vous intéresse pas, c'est pas forcément une communication positive. Ça fonctionne dans le cas où, par exemple, vous essayez d'avoir un média national et vous envoyez de la PQR, de la presse régionale. Mais si vous essayez d'avoir les échos et que vous envoyez un papier de la tribune, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne si c'est une autre échelle. Ça, par exemple, ou alors un magazine ultra spécialisé, mais il ne faut pas le présenter en disant regardez, tel canal a parlé de nous et vous devriez le faire, vous devriez faire comme les autres. Il faut dire, voilà, ici dans ce papier, on expliquait assez clairement finalement ce qu'on fait. Ça peut être une source d'explication plus claire de notre activité. Il faut le présenter comme un contenu en plus que vous envoyez en disant voilà qui on est, là c'était bien expliqué, mais surtout pas en disant tel média a parlé de nous, vous devriez faire pareil. Ok, on a effectivement une remarque de Karine aussi. Tu disais, voilà, lorsque le mail n'est pas lu, c'est peut-être aussi la façon d'amener le sujet ou le sujet en lui-même. Mais est-ce qu'il y a dans la balance une question de relance? Est-ce qu'il faut relancer les journalistes? Et si on les relance comment? Par mail, par portable? Comment? Alors, la question de la relance, elle est compliquée parce qu'il n'y a pas de règle, il n'y a pas de règle exacte. Ce qui est sûr, c'est que moi, parfois, il y a des relances je suis complètement passée à côté. Et c'est au moment de la relance que je me rends compte qu'effectivement, il y avait un sujet parce que je n'ai pas vu le mail, etc. Moi, j'ai envie de vous dire sur la relance, ça coûte rien. De toute façon, si c'est pas lu une fois, au pire, c'est pas lu 2 fois, c'est pas très grave. Vous pouvez essayer de changer de canal. C'est pour ça que moi, ce qui fonctionne quand même assez bien, c'est le message LinkedIn en disant je vous ai envoyé ça, c'est intéressant pour telle raison. Ça, enfin, il faut que vous expliquiez pourquoi c'est intéressant pour la personne que vous avez ciblée. Si vous voulez le lire, je vous fais un mail. Moi, ça fonctionne assez bien. Je dis pas que c'est une règle, mais ça marche bien. Le texto, le texto de relance assez court aussi, qui dit la même chose, ça peut marcher.
Mais je vous dis encore une fois, attention aux textos. Moi, je sais que j'ai pas mal de confrères qui le prennent assez mal, qui n'ont pas de portable pro et qui, du coup, se tapent des textos en permanence et qui considèrent que le texto, c'est pour les gens qu'on connaît et pas les gens qu'on connaît pas. Sur le texto, attention avec qui vous partagez ce type d'échange. Mais LinkedIn, ça marche bien. Ça, c'est intéressant. Je vous l'envoie par mail. Donc, changer de canal, éviter les textos, sauf s'ils sont très courts, mais pas toujours bien vus, et aller à fond sur LinkedIn, quoi. Ouais. Et en plus, LinkedIn ne me paye pas. Hein. On a Jean-Christophe qui demande, est-ce que c'est le moment bien choisi pour parler du post-confinement ou est-ce encore trop tôt? Tu disais tout à l'heure que c'est trop tôt. Peut-être que tu peux lui répondre sur quand ce serait idéal ou quels sont les signaux positifs qui feraient que ce serait le bon moment. Non, moi, je ne dis pas que c'est trop tôt parce que le post-confinement est un sujet lié au coronavirus. Moi, ce que je dis, ce qui est trop tôt, c'est de parler d'autre chose. Parler de l'après, c'est le sujet. Ça fait partie du sujet. Donc, ça, c'est un angle. La manière dont vous imaginez votre business, quelles vont être vos contraintes, quels sont vos rapports avec les banques. Après, si c'est sur vos activités vraiment cibles, il faut viser la presse professionnelle de vos activités, de leur parler de vos difficultés, de ce qui marche, de ce qui ne marche pas. Et sur l'après, moi, je pense qu'il faut commencer à y réfléchir et communiquer sur ça, absolument. Et ça va monter en puissance, pas parce qu'on va être déconfiné, mais parce que le besoin d'information sur l'après va monter. Donc, effectivement, il faut… non, moi, je pense qu'il faut commencer. Ok, désolée de mon erreur du coup. Non, non. Et on a pas mal de messages qui rebondissent effectivement sur ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce qu'en fait, ça vaut le coup de faire des communiqués de presse en tant que start-up? Ben, moi, je crois pas. Moi, je crois pas parce que vous n'êtes pas une marque, vous n'êtes pas connu. Donc, si vous faites un communiqué de presse pour annoncer votre levée de fonds de 200 000 euros, j'avais une start-up il n'y a pas très longtemps qui me posait la question, qui passait de B2C à B2B. Est-ce que ça vaut le coup de faire un communiqué de presse et de l'envoyer à l'ensemble de la profession? Non. C'est-à-dire qu'en plus, si vous multipliez les communiqués de presse, on va savoir que votre boîte en question, quand elle envoie des trucs, on s'en fout. Donc, vous bousillez votre canal ou potentiellement, le jour où on va connaître un peu votre marque, on va se dire, attends, c'est encore cette boîte-là, elle passe son temps à m'envoyer des communiqués de trucs dont je me fous. Donc, une communication bien sentie, à un moment où il se passe vraiment quelque chose, oui, mais si vous faites des communiqués pour annoncer tout ce qui se passe dans votre boîte au quotidien, vous bousillez votre canal de communication. Donc moi, j'ai tendance à dire le communiqué de presse vraiment en bonne et due forme, officiel et tout ça, à moins que vous ayez levé 45 millions, bah, c'est peut-être pas le moment. Enfin, en tout cas, c'est pas le moment, ou en tout cas, c'est pas le bon canal de communication. Ok, très clair. On a aussi Sylvain qui nous prend un cas particulier. Bonjour Laure, j'ai beaucoup de retours de la presse nationale sur le lancement de notre boîte et de nos solutions innovantes, mais aucun retour de la PQR. Or, je suis un commerce. J'ai donc envie que les personnes dans le local entendent parler de nous. Comment faire? Ben, là, c'est exactement le même sujet. C'est qu'il faut exactement cibler qui écrit dans quels journaux et arriver à le contacter directement. Donc, il faut savoir exactement dans chaque journal quel est le journaliste chargé de votre secteur ou de votre emplacement. Et alors là, je ne sais pas, mais peut-être que, j'en sais rien, c'est juste un tip que je vous donne, c'est que peut-être que acheter de l'emplacement publicitaire dans la PQR, commencez par ça. Si vous n'y arrivez pas, peut-être qu'il faut commencer par là, acheter de la pub. Ok. Effectivement. Aujourd'hui, est-ce que toi, Laure, tu n'es pas sous l'eau avec les sollicitations des startups? Donc, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Comment est-ce qu'on fait, du coup, pour, même si on a une news intéressante, pour que notre mail soit lu ou notre LinkedIn soit lu? Il n'y a pas de solution miracle. Bien sûr, enfin, sous l'eau, on est toujours sous l'eau. Tout le monde est sous l'eau. C'est un principe de nature de dire qu'on est sous l'eau. Sinon, ça veut dire qu'on ne sert à rien. Donc, il faut dire qu'on est sous l'eau, bien sûr. Mais par exemple, moi, je reçois 200 mails par jour, mais je vois à peu près tout. Sur LinkedIn, je lis à peu près tout. C'est-à-dire que j'ai lu ce que je sais que je ne dois pas lire. C'est-à-dire que je sais globalement, à partir du titre, qu'est-ce qui ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que
Donc, il faut que dans votre intitulé de mail ou dans je sais pas, dans les 4 premiers mots sur LinkedIn, je sache que c'est intéressant. Et la seule solution de m'intéresser en tant que journaliste, c'est de me montrer que vous savez pourquoi je travaille. Donc, il n'y a pas d'autre solution que de faire du ciblage personnel et de dire votre chronique, j'ai une idée, vos papiers dans la tribune, je pense que vous pourriez parler de ça. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut personnaliser votre message. Alors justement, une question en 2 volets qui regroupe pas mal des questions qu'on reçoit. Comment est-ce qu'on fait pour trouver les journalistes adéquats et pertinents? Où est-ce qu'on recherche? Comment on recherche? Et le deuxième volet, comment est-ce qu'on fait ce travail de recherche? Est-ce qu'on doit aller sur les réseaux? Est-ce qu'on doit regarder les chroniques ou les articles de presse pour mieux comprendre et mieux connaître un journaliste? Ah bah oui. Mais alors pour mieux connaître les journalistes, il faut travailler. Donc, il faut prendre le journal et regarder toutes les signatures, qui fait quoi, où, trouver les mails. Oui, c'est un travail de compilation de données. C'est-à-dire, je regarde BFM Business, qui fait quoi, à quelle heure. Vous prenez BFM Business, vous allez sur la page des replays. Vous avez toutes les émissions avec les têtes et les gens. Donc, vous savez que celle qui fait la chronique IMO, c'est Marie-Cœur de Roy. Il y a sa tête. Il y a même un onglet la contacter. Il suffit de cliquer dessus pour avoir son mail. Ça, c'est dans toutes les rédactions. Toutes les rédactions, vous avez les mails, les comptes Twitter, les comptes LinkedIn, mais il faut savoir exactement qui travaille où. Et surtout, quand vous êtes dans la télévision, qu'on vous appelle en pensant que vous êtes de la presse écrite, c'est pénible. Quand on vous appelle en pensant que vous traitez l'immobilier, alors vous traitez la vie de bureau, c'est pénible. Il faut absolument savoir, dans votre secteur d'activité, quelles sont les 5 ou 10 personnes qui écrivent, qui produisent et qui s'intéressent à votre contenu. Ne pas faire ça, c'est exactement comme quand les gens disent « je ne m'intéresse pas à mon argent parce que c'est trop compliqué, j'y comprends rien ». Et qu'on ne prend pas le temps de s'intéresser à son patrimoine. Là, c'est pareil. Si vous ne prenez pas le temps de vous intéresser aux journalistes qui suivent votre secteur, il ne faut pas vous étonner que le message il soit jamais lu. C'est obligatoire. Oui, ça reprend un peu ce que tu disais, que le journaliste, en fait, c'est notre client. Et donc, de même qu'on doit Absolument. connaître nos clients, les suivre et comprendre leurs besoins, il faut faire la même chose avec les journalistes qu'on aborde. Sur les sujets, donc on a pas mal de questions sur quels sujets sont cohérents, pertinents pour aborder les journalistes. Est-ce que la mobilisation d'une start-up pour fabriquer des masques est encore un sujet? Et si oui, sous quel angle? Alors, la mobilisation d'une start-up pour fabriquer des masques, ça peut intéresser? Ça peut intéresser la presse féminine qui peut faire, ou la presse, je pense féminine, mais c'est-à-dire vie pratique, etc., qui s'intéresse tout d'un coup, qui va faire un cahier sur ces startups qui innovent. Ça peut intéresser le JT de TF1 qui veut faire quelque chose sur les initiatives des startups ou des entreprises en général. BFM Business, certainement pas, c'est pas notre sujet. BFM TV, pas vraiment, ou alors à la marge, mais là, il faut vraiment tomber sur le créneau où en fait, ils font ce sujet-là. Mais c'est toujours pareil, qui ça intéresse? Là, effectivement, si vous ciblez la presse magazine ou ceux qui travaillent encore, etc., là, ça peut les intéresser dans le cadre d'un cahier un peu large sur les initiatives, etc. Mais oui, ça peut intéresser. Alors justement, dans les sujets qui intéressent, après avoir étudié ce que les journalistes, sur quoi les journalistes travaillent, est-ce que ça vaut le coup de contacter un journaliste qui a déjà parlé d'un concurrent en lui proposant de faire un comparatif si le sujet l'intéressait déjà? Alors, ça, c'est une très bonne question. Moi, par exemple, dès que je fais un sujet sur n'importe quoi, j'ai toujours le concurrent qui m'appelle pour me dire qu'on n'a pas parlé de lui et qu'il faut refaire le sujet exactement en parlant de lui, et parce que lui, c'est forcément mieux. Ça sert à rien. Ça sert à rien parce que encore une fois, si je viens de manger un yaourt, je ne vais pas en manger un deuxième. Donc là, j'ai déjà fait le sujet. Je ne vais pas refaire le sujet avant peut-être, bon, alors là, on est dans une situation particulière, mais avant 1 mois ou avant 2 mois. Donc, arrivez juste derrière parce que vous avez vu qu'on a parlé de votre concurrent. À part passer pour un jaloux, franchement, ça ne sert à rien. Par contre, vous pouvez très bien faire un message aux journalistes en disant
j'ai vu que vous aviez parlé de machin, je fais partie du même créneau. Si un jour, ça vous intéresse, on peut en discuter. Mais le message qui est de dire « moi aussi, je le fais et vous n'avez pas parlé de moi », c'est un message négatif. Par contre, vraiment dire « moi, je suis dispo si un jour vous avez besoin, etc. » et on fait ça, pourquoi pas? Parce que la probabilité pour que vous soyez lu, elle est assez forte parce que quand vous avez fait un papier sur un truc, vous êtes quand même plus sensible à la thématique. Donc, vous regardez un peu les retours sur ce que vous avez écrit, sur ce que vous recevez. Donc, potentiellement, on va lire le message d'un concurrent qui dit bah, moi aussi, j'existe. Mais là, il faut être un petit peu subtil dans la manière de s'exprimer. Pour info, dans les questions, il y a plein de gens qui te disent que c'est hyper clair pour eux et que tu les aides vachement, donc c'est super. Tu as une question de Aurel qui demande: les journalistes sont-ils à la recherche de témoignages d'entreprises ou de start-up dont l'activité est principalement touchée par le confinement et qui cela peut-il intéresser? Oui, bien sûr. Nous par exemple, le matin, on a une chronique qui s'appelle maintenant La France qui résiste, où on ne parle que des entreprises qui sont touchées, comment elles se réorganisent. Alors, la France qui résiste, ce sont celles qui résistent, mais il y a d'autres créneaux sur l'antenne pour ceux pour lesquels c'est plus difficile. Mais il faut savoir que c'est pas parce que communiquer et donner du contenu à un journaliste, c'est pas forcément une équipe de tournage qui va venir débarquer pour tourner pendant 2 jours la vie de l'entreprise, etc. Ça peut être une phrase par-ci, une phrase par-là. Ça peut être, voilà, moi je voulais juste vous raconter qu'on a mis 200 personnes au chômage partiel. Ça a été compliqué à mettre en place parce que telle et telle raison. Moi, je lis ça. Peut-être que je ne vais pas l'utiliser demain. Peut-être que je vais l'utiliser dans 3 jours. Peut-être que je ne vais jamais l'utiliser. Mais c'est toujours utile. C'est pas hors sujet, c'est pas désagréable. C'est une communication normale. Justement, lorsque là, en ce moment, tu parlais de la France qui résiste, mais il y a plusieurs émissions qui se mettent en place sans que les start-upers ne le sachent forcément à l'avance en tout cas. Comment est-ce qu'ils font, donc au-delà de tout ce qu'ils mettent en place pendant cette crise, pour réussir à suivre et à connaître les nouvelles émissions au-delà des journalistes qui peuvent les animer? Là, il n'y a pas d'autre solution que d'allumer la télé et de regarder ce qui se fait. Il n'y a pas d'autre solution que de regarder les antennes, parce que nous-mêmes, on fait de la communication sur les nouveaux sujets qu'on a, mais en fait, ça ne va pas très loin, ça n'irradie pas le monde entier. Donc, il n'y a pas d'autre solution que de regarder, hein, que de regarder et de se dire, tiens, ça c'est nouveau. Enfin, ça, c'est un travail à part entière, hein, c'est un travail d'attaché de presse, hein, de regarder Ouais, quelles justement. sont les émissions, qui fait quoi. Enfin, normalement, c'est le point de départ du travail de l'attaché de presse, hein. Donc, dans ce cadre, ça vaut le coup, même en étant une start-up, en fait, de s'atteler de la collaboration de gens spécialisés de la presse, quoi, et des médias. Oui, oui, mais oui. Mais alors, moi, j'aurais tendance à dire que quand on est une start-up, il faut quand même prendre quelqu'un, que ça peut être en interne ou en externe, mais qui vous connaît, vous, très bien, c'est-à-dire qui peut raconter quand même votre histoire rapidement à un journaliste, mais il faut quand même qu'il connaisse bien votre boîte et qu'il la comprenne, et quelqu'un dont vous êtes sûr qu'il connaît les journalistes en question, c'est-à-dire se payer une agence hyper grosse, hyper connue, où on va vous donner en fait quelqu'un qui est super jeune et qui va faire en fait juste de l'appel de fichiers avec ses 500 noms et qui va se faire journaliste par journaliste. Alors, vous connaissez la boîte machin, elle a une super solution sur le télétravail. Mais ça sert à rien, quoi. Ça, c'est de l'arnaque. Donc, moi, ce que je vois globalement, c'est que les gens avec lesquels je travaille et que je considère comme vraiment avoir une valeur, c'est vraiment ceux qui sont en interne dans les boîtes et qui bossent vraiment à cette problématique de ciblage de journalistes et qui essayent non pas de faire de la quantité, mais de faire de la qualité. Le quantitatif en termes journalistiques et en termes de médias, pour moi, c'est un miroir aux alouettes. C'est-à-dire que quand on vous dit, bah ouais, mais telle agence, attendez, mais elle a un fichier de journalistes, mais elle a 600 personnes, mais qui, quoi, c'est pas segmenté, à part vous pourrir votre boîte, ça sert à rien. Enfin, moi, je serais, si vous n'êtes pas Danone,
si vous êtes une petite boîte et que vous cherchez à ce qu'un tel parle de vous, vous avez plutôt intérêt à prendre quelqu'un en interne qui fait que ça, plutôt que de vous payer une grosse agence de RP. Alors, il y a des petites agences de RP qui travaillent très bien aussi, hein, mais moi, cette question des fichiers et du quantitatif, du fichier de journaliste, l'espèce de Graal, cette boîte, elle connaît super bien 500 journalistes. Pour moi, c'est de l'arnaque. Alors justement, donc en startup, il y a pas mal de test and learn. On fait des erreurs Ouais. et on itère et on essaye de s'améliorer ou de changer d'approche. Comment est-ce qu'on fait quand on est une startup, qu'on a le bon journaliste mais qu'on s'est grillé en communication avec lui par la mauvaise communication ou par un mauvais rythme en tout cas de communication? Alors déjà, rien n'est définitif, hein. C'est-à-dire que déjà, les journalistes, il y a beaucoup de pigistes, on change de secteur, on n'est pas toujours au même poste tout le temps. Il peut y avoir quand même des espoirs. Mais mauvais canal, mauvais grillé, moi, je ne sais pas, vous pouvez avoir vraiment des mauvaises relations avec un journaliste, mais si vous lui apportez quelque chose dont il a besoin, quand vous n'avez pas d'idée de sujet, il y a quand même des gens qui peuvent vous sauver la vie, hein. Donc, je dis pour ceux qui produisent beaucoup, c'est-à-dire ce qui est notre cas, par exemple, en presse news ou en quotidienne. C'est-à-dire que là, vous avez tellement besoin qu'on vous apporte du contenu parce qu'il faut produire, que des gens à qui vous faites la gueule ad vitam aeternam, à moins que vraiment il se soit passé quelque chose qui peut arriver, ça arrive pas vraiment. Il faut vous creuser la tête pour trouver un sujet. Il n'y a pas d'autre solution. Top. On a Marcella qui demande sur son cas, j'ai une start-up dans la green economy qui cherche à lever des fonds, recyclage plastique et iso-fonction, label ETV et Solar Impulse qui prouvent l'innovation. Quel serait le bon moment pour communiquer? Elle cherche à lever des fonds, c'est ça? Ouais. euh, Là, le bon moment, c'est pas forcément tout de suite, hein. Ou alors il faut trouver un angle, et parce qu'il y a un sujet qui pourrait être très intéressant, qui a d'ailleurs été traité dans un autre webinaire du village, c'est comment lever des fonds en période de Covid. Donc, il faut s'inscrire là-dedans en disant il y a des boîtes qui résistent. Pour la France qui résiste, par exemple, une boîte qui cherche à lever des fonds et qui continue et ça peut être un sujet intéressant. C'est juste qu'il faut il faut bien le rattacher à la problématique du moment. Il faut bien l'angler sur je cherche à lever des fonds pendant la période du coronavirus. Il n'y a pas de raison que nous, sur les chaînes business, ça ne nous intéresse pas. Après, le problème, c'est que ça peut nous intéresser de manière globale sans nous intéresser au cas précis de la startup, enfin de la boîte dont vous parlez. Donc, il n'y a pas de garantie non plus de citation, quoi. Mais le sujet en lui-même intéresse la presse économique. Oui, tu me précédais en effet. Je vous propose d'aller regarder les rediffusions sur les levées de fonds en cours sur la chaîne YouTube du village. Et on a aussi mis en place un webinaire vendredi prochain, justement sur l'investissement à impact. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre à 14h vendredi. Il y a une autre question donc. Est-ce que les journalistes, eux, font de la prospection sur les entreprises qui les intéressent en prévision de futurs articles? Alors, la prévision de prochains articles, c'est un truc de presse écrite. Moi, en télévision, mon niveau de prévision est de quelques heures. Donc, je fais pas de prospection. Après, là où c'est compliqué dans la prospection, c'est quelque chose qui est très vrai. C'est quand vous faites un sujet, vous commencez par dire mais qui je connais, qui a un avis là-dessus, et donc vous tournez globalement sur les gens que vous connaissez. Donc, c'est d'où l'intérêt quand même de se faire connaître auprès des journalistes. Sur la prospection, on ne fait pas de prospection d'entreprise. Ce qui est sûr, c'est qu'on a des boîtes. Par exemple, exemple typique, moi, j'avais jamais parlé en direct avec Klaxoon. Et ça faisait partie des boîtes où je me disais, c'est pas possible. Moi, je traite la vie de bureau. À un moment donné, il faut que j'ai un échange avec le patron de Klaxoon. Bon, voilà, là, ça fait 3 semaines, un mois que je me dis ça. Bon, à un moment donné, je le fais, je passe à l'acte. Mais j'ai pas de fichier de prospective. Par contre, c'est très important quand on est journaliste de sentir la boîte qui monte pour essayer quand même de lui parler avant que… vous voyez, par exemple, c'était le cas
C'était le cas de Miro ou des boîtes comme ça qui tout d'un coup annoncent une levée de 50 millions d'euros, et non, de beaucoup plus que ça, de plus de 200 millions. Et puis, en fait, vous êtes complètement passé à côté, vous ne l'avez jamais vu. Et là, en tant que journaliste, vous dites, putain, je suis mauvais, quoi. Je suis mauvais. La boîte, j'en entends parler, elle fait déjà la levée de fonds du siècle. Il faut absolument que ce genre de boîte, je les connaisse avant. Donc, ouais, il y a une sorte de prospective dans ça monte et il faut que je sois dessus. Mais c'est plus de l'ordre du ressenti que du fichier Excel avec une liste de boîtes. Alors justement, tu parlais de la dichotomie entre le journaliste télé et le journaliste presse. Aujourd'hui, nous, nos startups ont la même ambivalence, c'est-à-dire que certaines ont des sujets qui doivent être portés tout de suite en crise, qui ne sont plus de la consolidation d'image de marque ou de crédibilité. Il y a Amir qui nous parle donc d'une association qu'il a montée, qui travaille sur un projet farine sans gluten. Comment est-ce qu'ils peuvent le commercialiser dans cette période de crise, surtout les malades coéliaques qui ont besoin de ce produit car il y a un manque de produits sans gluten sur le marché? Actuellement, Ouais. C'est-à-dire que il faut que je comprenne bien la question. C'est-à-dire que la question, c'est de savoir à qui il faut qu'il parle. Attends, Oui, en fait, eux, du coup, tu vois, par exemple, il y a des initiatives qui sont passées à la télé et tout de suite, elles ont pu être mises en place. Lorsque les startups mettent ça en place, soit c'est leur cœur de métier, soit elles le font essentiellement pour la crise. Et comment est-ce qu'ils font pour avoir réellement une audience, sachant que c'est clé pour leurs malades, enfin pour leurs patients, et comment est-ce qu'ils font en fait pour communiquer ça au bon moment et au bon endroit pour que tout le monde soit au courant, quoi. C'est la télé, non? Parce que la presse. Ouais, c'est la télé. Alors, ça dépend. Ça peut être les réseaux sociaux. Quand il y a un vrai besoin de communication très fort, c'est pas les journalistes. Ça, c'est la pub. C'est pas le même canal. C'est pas le même. S'il faut absolument vous faire connaître et que vous avez besoin qu'à tel endroit on sache que vous existez, c'est pas un boulot de journaliste. Ça répond pas à cette problématique-là. Le journaliste, il s'en fout de votre besoin de vous faire connaître. Lui, ce qu'il veut, c'est informer sur une actualité et être dans le sujet qui intéresse les gens à un moment T. Il y en a rien à faire de savoir si vous voulez vous faire connaître. Là, c'est de l'achat d'espace qu'il vous faut. Alors, je sais qu'il y a cette espèce d'idée qui est de dire j'ai plus d'impact si je suis citée dans un article de presse écrite où il va y avoir Explique Amir de telle association ou je ne sais pas. Mais franchement, si vous avez un besoin réel, à part l'achat d'espace, je vois pas ce qu'il peut y avoir de plus efficace. Ok, très clair, effectivement. Et toi, Laure, par exemple, comment est-ce que tu fais pour choisir tes sujets aujourd'hui? Alors moi, je suis pas très. Alors aujourd'hui, comment je fais pour choisir mes sujets? Ça me vient à peu près quand je fais à manger, quand je fais tout à la fois. C'est-à-dire que je réfléchis pendant que je fais d'autres choses. Mais sinon, ma question de base, c'est qu'est-ce qui intéresse mes auditeurs? Parce que moi aussi, j'ai des clients. Que mes clients, c'est les gens qui écoutent BFM Business à 8h50 et pas les autres. Et que eux, je dois répondre à leurs problématiques et qu'est-ce qui les intéresse. Donc, tous les matins, je me demande dans quel état ils sont, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qui peut les intéresser. Et après, je réfléchis tous azimuts en regardant tous mes mails, tous les réseaux sociaux. Je discute avec les gens à qui je fais confiance et toujours les mêmes. Et je finis toujours par trouver rapidement un sujet. Mais je n'ai pas de méthodologie de travail, sachant que moi, en tant que chroniqueuse, je ne suis pas une journaliste d'investigation, je suis chroniqueuse. Mon travail, c'est de raconter le ressenti des gens. Donc, il faut que je me cale à l'opinion du moment. Et ça, c'est vraiment tout ce que je lis, tout ce que j'engorge. Je fais l'éponge. En fait, je fais l'éponge et puis après, je recrache toute l'eau que j'ai en trop. Mais c'est à peu près ça. Je n'ai pas de méthodologie. Par contre, parfois, il peut m'arriver de tomber sur des trucs très intéressants que je lis ailleurs, etc. Et dans ces cas-là, je me fais une petite liste de sujets. Mais c'est assez rare. Globalement, je travaille du jour pour le lendemain. Eh bien, justement, la difficulté des TPE à obtenir les aides d'État et comment les comptables se mobilisent, est-ce que c'est un sujet dans la vie de bureau de parler des démarches réalisées par les TPE dans le cadre des obtentions des aides d'État? Alors, pour moi, non, ce n'est pas un sujet. Pour la matinale de business, on l'a déjà fait plusieurs fois. Le rôle des comptables, etc. C'est un sujet global pour l'ensemble de BFM Business. Pour moi, en vie de bureau,
non, c'est un peu trop réducteur. Parce que, en fait, mon problème à moi, c'est de ne jamais traiter une corporation particulière et d'essayer d'être globale. Donc, ça ne peut pas être les problèmes des comptables, les problèmes. Il faut que j'arrive à être un peu plus large. Alors, en plus large, est-ce que la vie des porteurs de projets en tech création qui mijotent tout seuls et gardent de l'espoir pour l'après est intéressant ou est-ce que c'est trop décalé par rapport à beaucoup d'entreprises constituées qui souffrent? Et entre parenthèses, merci et bravo de la part de Valentine. Alors pour nous, à BFM Business, non, c'est pas un sujet. Mais par exemple, je sais pas moi, si Society fait un papier sur l'état d'esprit des jeunes, je sais pas quoi, des jeunes Français, enfin, ça peut être un sujet intéressant pour un autre média. Pour nous, par exemple, à BFM Business, non, c'est pas un sujet. Alors, on a Claire aussi qui demande, nous avons un CP confinement en famille sur notre produit. Nous allons commencer à envoyer des mails aux journalistes, mais je n'ai aucune idée de la manière d'aborder les choses. Est-ce que vous avez des conseils? Bah alors oui, on commence pas par faire son communiqué de presse et après se demander à qui on va l'envoyer, quoi. C'est-à-dire que les conseils, c'est toujours les mêmes. C'est qui sont les journalistes du secteur en question. On peut pas avoir. En fait, cette question, elle n'est pas possible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir aucune idée d'à qui on va envoyer un communiqué de presse. On prend le Figaro, on prend les Échos, on prend le Monde, on regarde le nom des gens qui écrivent et on les cible. Et exactement pareil sur les chroniqueurs. Ça demande peut-être, je sais rien, moi, 2 ou 3 jours de travail. Mais il faut savoir à qui on parle et après, on écrit un communiqué de presse. Et d'ailleurs, un communiqué de presse n'est pas le même pour la presse régionale, pour la presse économique. Enfin, on ne raconte pas la même chose. Enfin, à moins que ça soit un truc, je veux dire, à moins que vous soyez Danone et que vous fassiez vos résultats. Mais sinon, ça ne peut pas être la même chose. Ok, très clair en effet. Donc d'abord, toujours vérifier quel journaliste, vérifier aussi, faire un travail d'investigation de ce sur quoi ce journaliste travaille et quels sont ses sujets de prédilection. Et ensuite, mettre en place potentiellement un communiqué de presse ou en tout cas un message qui donne envie d'être lu par ce journaliste en particulier. Mais si je peux rajouter un truc, c'est que Ouais. je pense qu'en tant que start-up, peu importe un peu votre sujet, en réalité, il n'y a pas plus de peut-être 8 à 10 personnes, mais max à cibler. C'est-à-dire que c'est pas une liste de 350 noms. C'est 2 personnes en PQR, c'est 2 personnes dans un hebdo, c'est pas une liste, c'est pas un inventaire à la Prévert, c'est les 10 personnes du secteur à cibler. Et alors, il y a un truc aussi, par pitié, n'envoyez pas de mail aux journalistes pour leur demander à qui vous pourriez bien envoyer votre communiqué. Parce que moi, je reçois ça comme message. Je reçois des messages de gens qui ont des choses à dire et qui me demandent mais bon sang, mais à qui je pourrais parler? Mais c'est exactement pareil que si vous fabriquez des yaourts et que vous dites mais à bon sang, mais à qui je pourrais les vendre, quoi? Qui je pourrais vendre mon produit? C'est pas possible. Il faut absolument avoir fait votre travail vous-même. Vous ne pouvez pas demander aux journalistes de vous envoyer eux-mêmes une liste de journalistes. En revanche, est-ce que c'est comme ça qu'on peut travailler avec des bureaux de presse, par exemple? C'est-à-dire demander à un bureau de presse de faire ce travail-là? Ponctuellement en période de crise. Ah bah oui. Si c'est faire une liste des 10 personnes qui vous concernent dans votre secteur, oui. Enfin, ça peut être le travail d'un attaché de presse, bien sûr. Ok. Deux dernières questions, Laure, parce qu'on n'a pas vu le temps passer, mais il est déjà moins 10. Mehdi qui demande, et ça reprend plusieurs questions en fait qu'on a eues. Nous avons un communiqué de presse sur notre entreprise de cours en ligne en annonçant que l'entreprise avait réduit ses prix par solidarité durant cette crise. J'ai l'impression que certains journalistes voient l'initiative du bon oeil, mais d'autres voient ça comme de la promotion. Est-ce un sujet qui peut intéresser les journalistes? Sinon, comment tourner le message pour que ce soit intéressant pour le journaliste? Et en général, comment est-ce qu'on fait donc pour ne pas avoir l'air opportuniste quand en fait on met des choses en place pendant la crise? Alors ça, c'est un sujet que moi j'ai traité dans mes chroniques, la question de la gratuité sur un certain nombre de sujets. Mais alors après, là, moi j'ai un discours de journaliste économique, business, financier. Je vois pas trop où est le problème du fait de vendre des choses pendant la crise et de dire j'ai un produit, il est en phase de test et puis après il sera payant. Ça me paraît être la vie des entreprises. Et si le retour en face, c'est de dire attendez, quand on est en crise de coronavirus, c'est la gratuité pour tout le monde,
et puis rien ne se paye, bon, dans ces cas-là, c'est la clé sous la porte pour tout le monde. Donc, pour moi, ce n'est pas un problème d'être considéré comme opportuniste au sens… Enfin, pour moi, ça fait partie du business. Après, il faut être dans le discours assez neutre et le plus simple possible. C'est-à-dire, voici l'offre qu'on met en place. Pour l'instant, elle est gratuite. Il faut être clair. Pour l'instant, elle est gratuite. Ça ne veut pas, ou elle est moins chère. Ça ne veut pas dire que dans le futur, machin, il faut être honnête et clair dans sa communication. Après, qu'à un moment donné, les offres passent en payant, etc., je ne sais pas, c'est la vie de l'entreprise, ou alors il n'y a plus de marché. Mais pour moi, ce n'est pas vraiment un problème. Et ce n'est pas un problème d'interprétation journalistique, ça, c'est un problème globalement de compréhension sociale en temps de crise de ce qui est payant et ce qui ne l'est pas. Donc pour moi, il faut être très clair dans le discours. C'est-à-dire, vous pouvez faire un communiqué pour dire que vous avez une bonne idée, que vous faites un effort, enfin que voilà, vous faites une offre promotionnelle pendant un temps défini, parce que je pense que c'est ça aussi, il faut être clair avec les gens. C'est pendant un temps défini, ça permet de connaître les services et voilà. C'est pas la peine de faire toute une moulinette ou toute une salade autour en disant à quel point c'est un geste fort pour la société. Il ne faut pas non plus survendre son action. C'est-à-dire qu'il faut être clair, vous faites une proposition d'une offre qui est valable de telle date à telle date. C'est tout, quoi. C'est pas non plus, c'est pas un acte d'amour ou de bravoure ou de. Faut rester simple. Oser et proposer une proposition commerciale, oui. Survendre, non. Oui. Peut-être dernier point d'attaque, Laure. Lorsqu'on est une start-up et qu'il y a eu des investigations, même des tournages, et que finalement, on n'est pas du tout apparu dans l'émission du journaliste, comment est-ce qu'on peut réagir? Eh ben non, ça c'est le jeu. Ça c'est le jeu. Ça, c'est le jeu du média. C'est-à-dire que parfois ça sert, parfois ça sert pas. Et c'est pas parce que le journaliste est méchant ou c'est pas parce que c'est que parfois ce que vous dites ne rentre pas dans le propos globalement comme il est construit et que oui, vous avez perdu du temps. À ce moment-là, vous avez perdu du temps, mais ça ne veut pas dire qu'on ne reviendra pas tourner chez vous. C'est le jeu à prendre, c'est le risque à prendre. Vous pouvez très bien faire un quart d'heure d'interview et puis en fait, ça n'est pas utilisé. Mais ça sera peut-être plus tard et ça s'appelle l'investissement. Vous investissez sur un journaliste, vous lui avez consacré du temps, vous avez été sympa, il ne vous a pas gardé, et ben, il saura s'en souvenir. Et peut-être que plus tard, et ben, quand il aura un autre sujet, au lieu de faire un focus sur 5 boîtes, et ben, peut-être qu'il fera un focus juste sur vous et puis peut-être il aura changé de média et il ne travaillera plus dans la PQR que personne ne connaît, mais en fait, il travaillera au JT de TF1 et il se souviendra que c'était vous qui l'avez interviewé il y a 5 ans et qui ne vous avait pas gardé. Et voilà, ça s'appelle l'investissement. C'est super clair, 1001 merci. On a plein de merci en commentaire et en questions. Je crois que Fabrice, tu voulais prendre la main également maintenant. Oui, prendre la main, c'était tout particulièrement pour remercier Laure de nous avoir fait l'amitié de venir sur ce webinaire. Vous étiez plus de 200 à participer à ce webinaire. J'ai trouvé extrêmement riche, beaucoup d'interactions, beaucoup de questions très pertinentes. J'ai appris énormément de choses. Donc, un grand merci encore, Laure. Laure, peut-être, si tu pouvais aussi peut-être dire 2 mots sur la BFM Academy, puisque ouais. tu es la co-animatrice avec Nicolas Dose du programme. On devrait être en pleine phase de sélection, enfin, je ne sais plus, peut-être de coaching des startups. Mais concrètement, il se passe quoi pendant cette phase de confinement? Donc, la BFM Academy, on s'est arrêté, on a tourné Lyon, Toulouse et Sophia Antipolis pour les castings. Donc, on a vu 35 boîtes sur les 75 qui sont sélectionnées, parce que le très gros est à Paris, puisqu'il y avait quand même 26 ou 27 boîtes qui devaient passer. On a vu ce que je veux dire, c'est qu'on a vu des très belles boîtes. On a vu quand même de très belles choses déjà avec des entreprises très intéressantes. Un secteur de la santé qui était déjà surreprésenté dans les boîtes qui ont candidaté. C'est pas terminé, c'est-à-dire que ceux qui doivent pitcher au Mans et à Paris, on essaiera de le faire. Je ne vais pas vous donner de date, évidemment, mais on essaiera de le faire et de les organiser pour garder quand même un concours équitable pour tout le monde. Et on essaiera de mettre en place des émissions de coaching qui seront utiles. Évidemment, ça ne sera pas la même chose. Ça ne pourra pas être un simple concours de start-up en mode
l'économie va bien, les startups explosent. Non, il faudra aider au quotidien à la survie. Il y en a peut-être qui ont disparu, il y en aura qui ont explosé, on ne sera plus au même niveau. Donc, on essaiera d'être utile, on fera des émissions et on essaiera de faire pitcher tout le monde dans les mêmes conditions que ceux qui l'ont déjà fait. Alors, merci beaucoup Laure, merci Edwige, merci à tous les participants. Et puis rendez-vous demain pour notre 14e webinaire depuis le confinement. Et je vous rappelle le thème, c'est comment générer de la croissance commerciale en période de crise. Donc après la communication, comment je fais pour vendre. Merci beaucoup et passez une très très bonne semaine. Salut. Salut. Oui, je précise juste qu'on va vous envoyer suite à ce webinaire évidemment la rediffusion et également un lien pour être mis en relation avec Laure suite au webinaire. Donc, restez vigilants sur les mails qu'on vous envoie. Merci. Excellente journée. Au revoir.